nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Richard Simard du Service des programmes internationaux de développement et paix, qui travaille depuis des années au service de l'Amérique latine. Je crois que vous avez travaillé beaucoup sur les projets d'aide à la reconstruction après Mitch. Oui. Eh bien, développement et paix, à partir des premiers jours de Mitch, avec l'appel de Monseigneur Jean-Claude Turcotte de Montréal et de Réal Corriveau, un évêque qui était au sud d'Honduras, à Choluteca, avait lancé dès les premiers jours un appel au Canada qui avait rapporté pour développement et paix et pour les populations victimes quand même une campagne magnifique qui avait rapporté 11 millions de dollars en très peu de temps. Alors moi, j'ai été engagé tout de suite début 99, donc quelques semaines, quelques mois après l'ouragan, pour imaginer, avec nos partenaires dans les 4 pays, imaginer le programme de reconstruction. Bien entendu, avec 11 millions de dollars, on ne reconstruit pas l'Amérique centrale quand on regarde ce qu'il y avait sur le terrain comme dévastation. La caractéristique de développement et paix, c'est une organisation évidemment qui émane de l'Église catholique, qui émane de la population canadienne, ne travaille pas directement avec les gouvernements ou n'a pas comme rôle principal d'aller remplacer les infrastructures. Ça appartient au gouvernement. Donc j'entends par là les ponts, les routes, les hôpitaux, les écoles, ça n'appartient pas à développement et paix. Nous, on travaille avec la société civile dans la perspective de reconstruction, de recréer un tissu social viable, que ce soit économique, social, les activités de base, en fait, d'une communauté. Avec nos 22 partenaires des 4 pays, le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala, on avait, avec eux, évidemment, ces 22 partenaires solides, avaient identifié des zones très affectées par l'ouragan, et on rejoignait autour de 1400 petits villages. Évidemment, il y a eu des entrées de fonds aussi pour de la reconstruction de maisons, et tout ça. Nous, on a fait de la maison, on a fait quelques maisons, autour de 3000 maisons quand même, que ce soit des reconstructions totales ou des réparations. On a réparé je ne sais pas combien de centaines, sinon quelques milliers de puits d'eau potable et toute l'infrastructure de relance des activités agricoles. Mais notre grande préoccupation, c'était de relancer une petite organisation communautaire locale qui allait pouvoir établir un diagnostic d'une communauté. Déterminer tous les facteurs de risque futurs ou actuels qui pourraient éventuellement affecter encore une fois la communauté. Établir des priorités de façon démocratique, participative, définir les projets et aller présenter ces projets-là, que ce soit aux différents ministères, que ce soit à d'autres coopérations, que ce soit à toutes les sources qui pouvaient éventuellement permettre de faire des projets d'eau potable, des projets d'électrification, des projets d'amélioration des routes pour la commercialisation de leurs produits. Tout ça pour dire que nous, à travers notre processus, notre programme, il y avait de l'infrastructure, maison, puits, silos à grains, etc. Mais il y avait la composante sociale qui était reconstituée, l'organisation communautaire locale, qui, elle, a généré des dizaines et des dizaines de projets. Ce qui, moi, me motive... J'ai pas des attentes à très court terme dans le sens que dans 1 an, dans 2 ans, les inégalités vont disparaître, les gens auront plus d'éducation, donc plus de moyens de se développer, d'avoir développé des entreprises, peu importe. C'est pas à ce niveau-là, c'est plus au niveau de ce qui se passe comme processus de constater le gain en dignité humaine qu'on voit chez nos partenaires. Ça, oui. Prenons un exemple. Au début des années 90, on a commencé à développer à appuyer une petite association de femmes travailleuses domestiques en Bolivie. Des travailleuses domestiques dans un pays comme la Bolivie, on parle de femmes autochtones, très jeunes, analphabètes, qui arrivent en ville, donc avec, si on veut, un système où ils se retrouvent chez des gens, parfois où il y a du racisme, où il y a de l'exploitation de toutes sortes. Elles ont des droits. Et pour elles, c'est peut-être une source de travail. Donc, on n'a pas à juger si c'est une bonne source ou non, ou si... on n'a pas à faire cette question-là. Mais par contre, si elles s'organisent et elles veulent avoir une association pour renforcer leurs capacités, pour faire en sorte que les jeunes qui sortent des zones rurales pour venir travailler en ville, en milieu domestique, connaissent leurs droits, donc des outils de l'éducation, des outils, etc. Ça, oui, ça, c'est notre rôle. Alors, on a commencé tranquillement à appuyer cette petite association-là, qui est devenue une fédération aujourd'hui, la Fédération des travailleuses domestiques de Bolivie, et qui a obtenu en 2003 une loi régissant le travail domestique. Pour nous,
Ça, c'est un résultat social porteur de changement et d'espoir extraordinaire. Et de dignité, je parlais de dignité tout à l'heure, Oui. extraordinaire. Et moi, quand je rencontre ces femmes-là en Bolivie, elles sentent même un changement chez les patrons. Oui. Au début, bien entendu, les jeunes femmes avaient peur d'adhérer à leur organisation parce qu'elles disaient « je vais perdre mon emploi, si je vais à ce syndicat, je vais être mise à la porte, etc. » Mais elles l'ont fait avec beaucoup d'intelligence. Elles leur donnent des cours de couture, de cuisine, de toutes sortes les services qu'ils ont donnés. Donc la jeune femme est plus habilitée à offrir un meilleur service et les patrons en bénéficient. Donc ils constatent très bien que c'est pas mauvais finalement l'organisation, que c'est dans une perspective, oui, de défendre les droits, puis on est d'accord, mais aussi d'augmenter les capacités de la femme, de cette femme, à offrir un meilleur service. Donc tout le monde est gagnant.